Bonjour à tous et les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Le ministre de l'Habitat a reçu ce matin une délégation italienne pour la mise en place d'une coopération de lutte contre le réchauffement climatique. Et en Irak, crise humanitaire après des mois de combat à Mossoul. Rebonjour, et nous entamons ce journal par cette rencontre entre le ministre de l'Environnement et son homologue italien, et ce donc afin d'examiner les voies et moyens par lesquels l'Italie pourra, dans le cadre du mémorandum d'entente signé en novembre 2016, en marge de la COP 22 à Marrakech, entre notre pays et l'Italie. Cet accord prévoit, entre autres, la mise en place d'une coopération afin de permettre d'atténuer l'émission de gaz à effet de serre. Et suite à une invitation de son homologue turc Berat Albayrak, le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, Yunus Ali Ghedi, séjourne en Turquie pour prendre part aux travaux du 22e Congrès mondial du pétrole. En effet, donc, est accompagné de M. Walid Ali Boulo et de Dabara Adawa, respectivement directeur des hydrocarbures du ministère des Sociétés internationales des hydrocarbures de Djibouti. Le ministre est à Istanbul en vue de participer aux 22e travaux du 2e congrès sur le pétrole. Ce 22e congrès mondial sur le pétrole représente une occasion importante de rencontre, d'échange entre les pays participants sur les possibilités de coopération ainsi que pour l'évaluation des développements récents dans ce secteur. Également dans l'actualité, une cérémonie de fin de mission du lieutenant-colonel Patrick Jubet, coopérant militaire français détaché au centre d'instruction technique et tactique, a eu lieu ce matin au camp Cheikh Ousmane. Arrivé donc au terme de son affectation de 3 ans, à cet effet, un défilé en son honneur a été organisé auquel le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a remis au lieutenant-colonel Jubet une lettre de satisfaction aux coopérants français. Dans une brève allocution, a remercié donc le commandant militaire qui lui a facilité la tâche durant ces 3 années en exercice. Et si j'ai réussi, 50% mais en reviennent. Merci mon peuple. Dans son intervention, le général Zakaria Cher Ibrahim a remercié le lieutenant-colonel Jubet pour sa collaboration. Nous l'écoutons. Au lieutenant-colonel Jopé Patrick, coopérant militaire français. Durant son séjour à Djibouti de 2014 à 2017, comme je l'ai dit, le lieutenant-colonel Jopé Patrick a démontré une très grande disponibilité, un souci de transmettre son savoir faire avec pédagogie et patience. D'un comportement irréprochable, le lieutenant-colonel Jopé est un officier supérieur, volontaire, qui impose aisément, toujours à l'écoute de son sens relationnel, son esprit ouvert, sa détermination lui ont permis de nouer d'excellentes relations avec ses collègues des forces armées djiboutiennes, prouvant par la même de grandes qualités humaines, notamment dans la gestion de l'affaire du capitaine Kayeri, un service à la mine. Le lieutenant-colonel Jopé est un officier de grand valeur. Il a cité un exemple pour la contribution permanente de son exemplarité à tout point.
Sa présence au sein de l'armée djiboutienne fait l'honneur à la France et à la République Djibouti. Pour la qualité de son travail, son dynamisme et l'excellent état d'esprit qu'il a manifesté durant cette mission, le chef d'état-major général des armées lui adresse ses témoignages de satisfaction. Pour ses qualités exemplaires, exceptionnelles, contribuant au renforcement des liens unissant nos deux armées et lui souhaite un avenir radieux dans son nouvelle administration. Vous partez à la fin. Merci. Et dans le reste de l'actualité, inauguration d'un atelier de formation sur la prise en charge des enfants malnutris. En effet, la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants permet de réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Cette formation théorique et pratique organisée par le ministère de la Santé à travers la Direction de la Santé Mère et Enfants se tiendra jusqu'au 27 juillet prochain. Écoutons à présent le mot du secrétaire général. Cette formation est très importante pour le ministère de la Santé, mais aussi pour vous. C'est très importante parce que, comme vous le savez, la malnutrition intervient dans la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé s'est fixé comme objectif depuis un certain nombre d'années de réduire sensiblement cette mortalité qui reste encore élevée. Donc c'est pour ça que nous adressons et nous faisons ces formations-là à l'endroit des professionnels de santé qui font des prestations aux populations. Si je vous parle un peu de la malnutrition est une maladie, comme vous le savez, qui touche les enfants, surtout de moins de 5 ans, mais aussi qui touche les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les adultes même, et c'est une pathologie qui est handicapante. C'est une pathologie qui entraîne des handicaps neurologiques, des handicaps physiques et qui entrave le développement de l'enfant. Et donc, si une société ou si le ministère de la Santé ne s'occupe pas de la malnutrition, le taux ou la morbidité ou la mortalité, qu'elle soit infantile ou qu'elle soit infanto-juvénile, ne va pas baisser. Donc, ces formations donc interviennent à point nommé et nous souhaitons vraiment que chacun d'entre vous participe pleinement à cette formation, prenne toutes les expériences des médecins qui vont vous former et que par la suite nous souhaitons que tout ce que vous avez appris ici, vous allez l'exercer auprès de populations. Autre atelier, cette fois portant sur la validation du mécanisme de référence pour la prise en charge de violences basées sur le genre et la mutilation génitale féminine, s'est ouvert ce matin à l'hôtel Les Acacias. À travers cet atelier, les participantes tenteront donc de mettre en place un cadre organisationnel qui permettra la prise de conscience basée sur les violences domestiques et conjugales pour un meilleur respect des droits humains, sachant que la mutilation génitale féminine porte atteinte à l'intégrité et à la dignité du corps de la femme.
donc, afin d'assurer une meilleure réponse, donc une réponse efficace et donc assurer une meilleure coordination des différents services fournis donc, à ces victimes de violences. Donc, à l'issue de ces travaux de 3 jours, donc qui dureront 3 jours, donc nous travaillerons déjà sur un protocole de référence qui permettra à tout le monde donc de pouvoir réagir et donc partager avec les actions des ministères donc, respectifs ou de son institution. Chacun participera à l'élaboration de ce document de référence qui sera une fois produit signé ou validé par les. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la directrice du programme du FENUEAP nous explique que les mutilations ne sont qu'un aspect de violence physique et morale. Nous l'écoutons. Dans le cadre de ce projet qui a été lancé depuis 2007, il y a eu ce qu'on appelle une coalition multisectorielle de tous les secteurs des institutions et des ONG qui se sont engagés dans la prise en charge des violences fondées sur le genre. Et pas seulement en termes de prise en charge, mais aussi dans le cadre de la prévention. Ce qui nous manquait, c'est la technicité, les renforcements de capacités dans l'appui psychosocial, dans l'accompagnement des victimes. C'est pour ça que nous avons ce partenariat dans le cadre de ce projet pour renforcer cet appui psychosocial au niveau de la cellule d'écoute. C'est là où la prestation de services doit être renforcée et c'est de là où le lien, le réseautage de la prise en charge de la victime elle-même doit être coordonné de manière immédiate avec les autres secteurs. Deuxièmement, l'une des procédures demandées selon les standards internationaux, c'est d'avoir un protocole national de référence multisectoriel. Malgré le fait d'avoir eu une coalition nationale multisectorielle, nous n'avions pas jusqu'à présent un protocole national de référence qui lie, à travers une convention, les différentes institutions engagées dans la prise en charge des violences fondées sur le genre. Du coup, il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait aucun suivi, aucun accompagnement des victimes de violences. Et en cette période estivale de canicule, synonyme aussi de mer agitée, beaucoup de Djiboutiens vont se baigner à la mer. De ce fait, la garde-côte est en alerte permanente et sillonne les côtes djiboutiennes pour parer à toute situation de détresse en mer. C'est donc que ce soit les pêcheurs, les baigneurs, ces vents violents appelés Ramsi n'épargnent rien lorsque la personne s'éloigne trop des côtes. La garde-côte met en garde les populations afin de ne pas s'aventurer trop loin et de s'enregistrer auprès de la garde-côte avant de prendre la mer. Il s'agit donc simplement d'un moyen de prévention afin de pallier aux problèmes qui surviennent souvent en cette période de canicule. Il est demandé de faire preuve de vigilance également en mer. Et pour plus ample explication sur les dispositions à prendre en mer, donc en cette période de canicule, écoutons le colonel de la garde-côte, M. Waïs Amar Bouré. ويان حقاقا كليل كان بلامي waxaa de dhibaatadiisi ayaa de la socoto 50 ay wax la yiraahdo jira 3 bilood oo dambeys 3 bilood ee bishii 6aad 7aad iyo 8aad ba waxa sida ugu badan haystaa. Et face à la recrudescence du taux de chômage chez les jeunes, 4 institutions gouvernementales ont décidé de s'unir pour trouver des emplois alternatifs à ces jeunes qui vivent dans la précarité. À cet effet, le 11 juin dernier, un concours national des meilleurs projets destinés aux Djiboutiens âgés entre 18 à 30 ans et ayant déjà bénéficié d'une formation en entrepreneuriat leur avait été donné donc l'opportunité de présenter leurs idées. Les jurys ont délibéré et a considéré que 9 projets devaient être donc envoyés, mais que 3 néanmoins projets se distinguaient parmi tout particulièrement et sont en adéquation avec l'esprit, notamment pour l'employabilité des jeunes. Et dans notre dossier de ce mardi, nous allons parler d'un métier, celui de tailleur et de sculpteur de pierre. Et justement, nous vous emmenons à Lissabié, où la première usine a ouvert ses portes il y a de cela 9 ans. Regardez. C'est ici, sous ces collines de la ville d'Assadjoug, qu'est nichée l'unité de pierre d'Ali Sabié qui a ouvert ses portes il y a 9 ans. Dans le tas de blocs de roches qui ont été débusqués des montagnes qui se trouvent à quelques pas de l'usine, des tonnes et des tonnes de pierre. Ces blocs
passeront par un lent processus pour être réduits en morceaux. Au total, 8 machines façonneront la pierre. Le roc est d'abord coupé en petites tailles, allant de 10 à 50 cm avant d'être poli. Abdi Barkhadle, originaire d'Ali Sabié, est l'un des premiers employés de cette unité. C'est ici que j'ai été formé. Avant, j'avais cependant de l'expérience. J'avais travaillé dans l'usine de marbre et à la base, j'étais ferrailleur. Une fois formé, j'ai transmis mes connaissances aux autres ouvriers. Au total, plus d'une quarantaine d'ouvriers travaillent ici. Outre les machinistes, la plupart sont devenus de vrais artisans, des sculpteurs pour décorer ou créer de gravures personnalisées. La région a des pierres naturelles de bonne qualité, les affaires marchent bien, on produit plus de 200 mètres carrés par jour. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les pierres ne reçoivent aucun traitement au niveau des couleurs. Au final, les pierres sont naturellement colorées, le résultat est impressionnant et constitue un atout de taille pour la région d'Ali Sabié. Et de là, nous allons en Irak où les combats ont cessé à Mossoul, libéré hier du joug des djihadistes. La crise humanitaire, elle, pourrait donc durer des mois encore. 7000 personnes sont toujours déplacées selon l'ONU. La plupart vivent dans des camps comme celui-ci. Si les soins de première nécessité sont fournis, les camps restent très inconfortables, en particulier dans la chaleur étouffante de l'été. Mossoul a été totalement dévasté, rappelons-le, par des mois de combat. Tout est reconstruire. 28 organisations humanitaires présentes en Irak exhortent aujourd'hui la communauté internationale à soutenir la reconstruction de cette deuxième ville d'Irak. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le focus avec Ahmed Hammed. Merci de nous rejoindre pour ce focus. Ahmed Hammed est au plateau donc avec nous. Nous allons parler donc de migration, nouveau drame, 35 disparus au large de la Libye. Effectivement, Fardous, 35 migrants donc, dont 7 enfants sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui après le naufrage de leur canot pneumatique au large de la Libye. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes libyens qui citent les témoignages de rescapés. Selon Issa Al-Zarour, un commandant donc, des gardes-côtes de Garabouli, à 60 km à l'est de Tripoli, 85 migrants dont 18 femmes ont été secourus avec l'aide de bateaux de pêcheurs qui avaient donné l'alerte. Les trafiquants donc profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Et l'Italie a récemment menacé quant à elle de bloquer l'entrée de ce port aux navires battant pavillon étrangers, dont ceux affrétés par exemple par les ONG françaises, espagnoles et ou allemandes participant aux opérations de sauvetage au large de la Libye. Et la Libye demande enfin aussi de l'aide à l'Europe, notamment pour surveiller ses frontières sud, d'où transitent la plupart des migrants venus d'Afrique subsaharienne. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Excellent après-midi à toutes et à tous.